Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'histoire de nos chères cartes graphiques, celles qui font tourner nos jeux et que tout PC de joueur se doit d'intégrer. Même si aujourd'hui le marché se résume à une course à la puissance, nous allons voir que cela n'a pas toujours été le cas et que les débuts ont été plutôt hasardeux, entraînant la vie et la mort de nombreux fabricants. Cette histoire, nous pouvons la faire remonter à la fin des années 70 avec les premières cartes graphiques capables de soulager les processeurs centraux du traitement de l'affichage. Tout d'abord intégrées dans des consoles comme cette Atari 2600, ce sont surtout des cartes capables d'envoyer un signal vidéo sur un téléviseur. On est encore loin du traitement d'images et de calculs complexes comme nous les connaissons de nos jours. Comme souvent, les premières générations de cartes graphiques ont été développées pour les professionnels. À l'image de cette carte IBM PC Monochrome Display Adapter, les constructeurs n'ont pas tardé à intégrer sur leurs cartes des modules mémoire et des processeurs spécifiquement dédiés à la vidéo. Au départ largement utilisées dans les supercalculateurs et les stations graphiques professionnelles, ces cartes additionnelles n'ont pas tardé à se démocratiser pour le grand public. En 1985, 3 immigrants hongkongais forment une toute jeune société canadienne nommée Array Technology Incorporated, qui ne tardera pas à être rebaptisée ATI. Rentable dès sa première année d'exercice, ATI signe un contrat très juteux afin d'équiper les ordinateurs de Commodore, ce qui lui donne les moyens financiers pour continuer l'aventure. Quelques années plus tard, ATI équipe les premiers ordinateurs PC 8086 et 8088 avec la série des Graphics Solutions, puis des Wonder, dont cette EGA 800 est une digne représentante. Si les Graphics Solutions se contentent du mode graphique CGA dont les 4 couleurs faisaient merveille, la série Wonder passe à l'EGA et ses 16 couleurs. Ces dernières permettent l'affichage dans une résolution de 800 par 600 pixels en 16 couleurs et se négocient aux alentours de 500$, soit environ 1000$ en monnaie actuelle. Et oui, la mode des cartes graphiques à prix d'or n'est pas récente. ATI a certes pris de l'avance sur ce marché des cartes graphiques, mais c'est à cette époque que se sont créées une myriade de sociétés concurrentes. On peut citer pêle-mêle Trident, SIS, Realtek ou Hawk Technology. D'autres sociétés existaient déjà, mais se sont elles aussi engouffrées dans ce marché naissant, AMD, Western Digital ou Cirrus Logic. Pendant que toutes ces sociétés créent leurs premières cartes, ATI continue son bonhomme de chemin et décline sa série des Wonder à toutes les sauces. Certaines intègrent des ports joystick, tandis que d'autres permettent l'affichage du tout nouveau mode VGA et ses 256 couleurs. Les toutes dernières versions intègrent le chipset VESA et ses 32 000 couleurs. La génération suivante de cartes ATI se nomme Mac 8 et voit le jour en mai 1991. Cette série voit naître une série d'optimisations 2D telles que le traçage de lignes, le remplissage de couleurs ou le traitement de sprites. Avec l'arrivée de Windows 3 et son interface graphique exigeante, cette carte a été massivement adoptée et a permis à ATI de dépasser pour la première fois les 100 millions de dollars de ventes annuelles. Décidément très en forme en cette fin des années 80, le marché voit naître une toute jeune société nommée S3 Graphics. Sans doute fan de Porsche, S3 sort à tour de rôle les cartes 911, 924, puis 928. Même si S3 commercialise des cartes sous sa propre marque, de nombreux constructeurs utilisent les puces du fondeur afin de sortir leur propre version. Cette surabondance de cartes va totalement noyer le marché sous une montagne de cartes aux capacités 2D toutes similaires. En 1992, Silicon Graphics tente d'unifier tous ces constructeurs sous une API de développement commune, c'est le début d'OpenGL. Ce kit ou API de développement permet de faire abstraction du matériel et de développer en utilisant un langage commun, quelle que soit la carte graphique utilisée. Le problème, c'est que Microsoft a aussi développé sa propre API de développement sous le nom de Direct 3D. Comme on peut facilement l'imaginer, Microsoft a privilégié son API au sein de Windows et a délaissé OpenGL. La firme de Redmond a même été jusqu'à refuser l'intégration des drivers OpenGL au sein de Windows 95, obligeant Silicon Graphics à développer des librairies de contournement, forcément moins optimisées, mais qui tenaient la comparaison face à Direct 3D. Pour l'anecdote, John Carmack, de ID Software, portera son bébé du moment, Quake, sous Windows via la librairie OpenGL, taclant au passage Direct 3D. Pour parfaire le tableau, un troisième acteur entre sur la scène des API de développement. Il s'agit de 3DFX avec son API Glide. Dans les années 92-93, le marché du jeu vidéo est en plein boom sur PC et se retrouve avec une myriade de constructeurs de cartes graphiques et 3 API de développement, ce qui oblige souvent les développeurs à faire un choix. Ces librairies n'étant pas du tout homogènes, il fallait souvent réécrire entièrement le moteur du jeu pour l'adapter, ce qui était impensable compte tenu du surcoût de développement.
1993, c'est aussi l'année de la création de la société Nvidia, fondée par d'anciens ingénieurs de chez LSI et Sun Microsystems, rapidement rejoints par d'autres petits acteurs du marché des cartes graphiques. D'une manière générale, au début des années 90, on assiste à une foule de fusions de sociétés, principalement au profit de Nvidia, Cirrus Logic, mais surtout ATI qui domine très largement le marché. Afin de ne pas perdre son avance, ATI innove encore et sort une série de cartes sous le patronyme All-in-Wonder. En plus de l'accélération matérielle, certaines de ces cartes sont capables de faire de l'acquisition vidéo et de la décompression matérielle. Aujourd'hui, ces tâches sont accomplies par des processeurs largement surdimensionnés, mais à l'époque cela n'existait pas. Malheureusement pour ATI, la concurrence ne reste pas les bras croisés. S3 dégaine la S3 Vision 968, puis la Trio 64, qui seront adoptées par de nombreux constructeurs comme Dell, Compaq, HP ou DEC. En plus d'être meilleur marché que les modèles ATI, ces S3 embarquent un processeur full motion vidéo, idéal dans un marché où le multimédia est roi. Malmené, ATI accuse des pertes de quelques 2,5 millions de dollars cette année-là. Le fondeur réagit et sort la Mac 64, elle aussi équipée d'un processeur de décodage vidéo performant. Cette génération de cartes a aussi été déclinée pour les professionnels sous le nom de 3D Pro Turbo. Certaines d'entre elles embarquent aussi un toner TV, permettant de transformer son PC en télévision, comme le faisait un Amstrad CPC 10 ans plus tôt. Malgré ces avancées, rien n'y fait. S3 avec ses cartes bon marché, équipées dans les PC OEM, domine ATI de la tête et des épaules en ce milieu des années 90. Pour l'anecdote, la société Trident a aussi eu son moment de gloire durant ces années en vendant des cartes à processeurs ATI d'ancienne génération. Vendues environ 2,5 fois moins cher, ces cartes équipent les ordinateurs d'entrée de gamme, niche encore vacante à cette époque. C'est en mai 1995 que Nvidia sort de l'ombre avec le modèle NV1 qui combine accélération 3D, décodage vidéo et accélération 2D pour les interfaces graphiques. Allié à ST Microelectronics pour l'occasion, Nvidia sort une carte novatrice gravée en 500 nanomètres, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Microsoft va en effet finaliser et sortir l'API DirectX 1.0 quelques mois plus tard, en septembre, et la carte de Nvidia n'est pas optimisée pour, ce qui la rend quasiment obsolète. Cette publication tardive des spécifications de DirectX n'a pas permis aux fabricants d'adapter leurs cartes pour la sortie de Windows 95. Alors que les jeux fonctionnent bien sous Windows 3.1, nombre d'entre eux crachent sous 95. La première carte stable exploitant pleinement les fonctionnalités de Windows 95 et de DirectX est la 3D Rage d'ATI. Sortie en 1996 et présentée en grande pompe au salon eCube de Los Angeles, cette carte permet à ATI de revenir dans la course. Toutefois, celle-ci n'est pas exempte de bugs et il faudra attendre la Rage 2 en septembre pour qu'ATI corrige le tir. Alors qu'ATI se croit tiré d'affaire, c'est 3DFX Interactive qui sort sa carte en novembre de la même année et cette pépite va enterrer toute concurrence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que la 3DFX est une carte accélératrice 3D seulement. En conséquence, il est nécessaire de raccorder la carte à la carte principale du PC afin que la partie 2D soit aussi gérée. Aucun accélérateur vidéo ou 2D n'est présent sur la carte. En cette année 1996, le marché est encore largement dominé par S3 avec 50% de part de marché, mais 3DFX va tout bousculer pour atteindre 80% en quelques mois seulement. Pour illustrer la domination et la supériorité technologique de 3DFX en ce milieu des années 90, voici le jeu Tomb Raider qui a l'avantage d'avoir été développé sur plusieurs API. En version software, sans l'addition d'une carte graphique, le jeu tourne à 10-15 images par seconde, laissant apparaître les pixels des textures avec des polygones très carrés. Avec la meilleure représentante de la gamme ATI du moment, le framerate n'évolue guère, mais au moins le rendu est bien meilleur, avec des textures lissées et de meilleurs effets de lumière. Avec la 3DFX, c'est un autre monde. Le jeu double son framerate pour atteindre les 30 images par seconde constant. C'est fluide et la qualité d'image est au top, malgré une légère atténuation de la luminosité propre au 3DFX et au câble pass-through. ATI ne compte pas sur ses positions et sort en mars 97 sa 3D Rage Pro. Pour la première fois installée sur un port AGP2X, elle reprend l'avantage technique sur la 3DFX grâce à la possibilité de réaliser du trilinear filtering et à son unité de calcul virgule flottante qui déleste le processeur principal de cette tâche.
Vendue à un prix décent, cette carte va permettre à ATI de renouer avec le succès et d'engranger à nouveau les bénéfices. Un mois plus tard, Nvidia dégaine sa Riva 128. Cette carte est enfin compatible pleinement avec DirectX et bénéficie d'une finesse de gravure en 350 nanomètres, inédite à cette période. La commercialisation fut un tel succès que Nvidia a été obligé de trouver un second constructeur de puces et va pour l'occasion s'associer à TSMC, bien connu de nos jours pour être la plus grosse usine au monde de microprocesseurs. Rien que les ventes de cette carte ont permis à Nvidia d'atteindre les 24% de part de marché, juste derrière 3DFX. Cette dernière ne reste pas les bras croisés et développe en 1997 le SLI. Il s'agit d'un câble de connexion permettant de relier deux cartes 3DFX, chacune d'entre elles calculant la moitié de l'image. L'une calcule les lignes paires et l'autre les lignes impaires à l'écran, d'où le nom de Skyline Interleave. Nvidia et AMD reprendront ce principe quelques années plus tard sous les noms respectifs de SLI et Crossfire. À la mi-97, 3DFX sort sa nouvelle carte, la Voodoo Rush. Pour la première fois, 3DFX tente d'inclure une puce dédiée à la 2D, évitant ainsi le fameux câble pass-through disgracieux et peu pratique. Toutefois, mal conçue et bourrée de bugs, cette carte n'est pas restée dans les annales. La société Rendition va aussi tenter de sortir une 3DFX avec puce 2D intégrée sous le nom de Rendition V2200. Malheureusement elle aussi totalement ratée, n'égalant même pas les performances de la première 3DFX, cette carte marquera la fin de l'aventure de Rendition dans le matériel graphique. Le marché du haut de gamme étant largement dominé par ATI, 3DFX et Nvidia, quelques constructeurs se sont glissés dans la brèche béante laissée en entrée de gamme. C'est le cas notamment de Matrox avec sa Mystique ou de S3 avec la Verge. Toutes deux vendues entre 120 et 150 $, elles ne sont pas dénuées de qualité pour les joueurs occasionnels. D'autres sociétés telles que Cirrus Logic, SIS ou Trident tenteront aussi de percer sur ce marché de l'entrée de gamme. En 1998, c'est Intel qui tente l'aventure des cartes graphiques avec sa i740. Réalisée initialement pour un projet de simulateur de vol de la NASA, cette carte utilise un processus de rendu des textures très singulier qui tranche avec les autres modèles concurrents. Trop exotique pour un marché déjà bien saturé, ce sera un échec. Ce sera d'ailleurs la première et dernière incursion d'Intel dans le monde des cartes graphiques avant son retour annoncé pour 2022. Mi-98, ATI continue d'inonder le marché avec ses ATI Reg 128 GL et VR. Pouvant être dotées de 32 Mb de mémoire, ces cartes sont plutôt orientées haut de gamme, mais ne se sont jamais vraiment imposées à cause des difficultés d'approvisionnement. Cela permet toutefois à ATI de redevenir le premier fabricant de cartes graphiques avec 27% de part de marché. Toujours en 1998, 3DFX réagit et sort la très attendue 3DFX Voodoo 2. Très impressionnante techniquement avec ses deux processeurs dédiés aux textures, elle marque une nouvelle fois une nette démarcation avec la concurrence, mais elle est aussi très chère. Afin de réduire ses coûts de production, 3DFX sort la Banshee, quelques semaines plus tard, enfin capable de gérer la 2D correctement, mais elle perd au passage un processeur afin de réduire son prix de vente. Les performances s'en ressentent fortement face à la Voodoo 2. Afin de maximiser ses profits, 3DFX a tenté de racheter quelques-unes des sociétés qui fabriquent ces cartes en sous-traitance. Cette stratégie a été un cuisant échec pour 3DFX, qui a dépensé des millions de dollars dans des petits fondeurs à la qualité de production très incertaine. Suite à cela, un grand nombre d'anciens partenaires de 3DFX se sont tournés vers Nvidia. Ce dernier revient dans la course en sortant la Riva TNT, TNT signifiant Twin Texel. En doublant le processeur de rendu et avec l'ajout de mémoire SDR beaucoup plus rapide que les mémoires EDO qui équipent ses concurrentes, cette Riva impressionne. Ses performances sont au niveau d'une Voodoo 2, plus chère et toujours incapable de gérer la 2D. Cette TNT a été un best-seller chez Nvidia. Cette guerre entre les trois principaux concepteurs de cartes graphiques a provoqué quelques dommages collatéraux. De nombreuses entreprises ont ainsi dû fermer leurs portes ou ont été rachetées par les leaders, c'est le cas de Cirrus Logic, Tseng Labs ou Rendition par exemple. Dans cette grande hécatombe, le fabricant SIS fait de la résistance sur l'entrée de gamme et sort ses cartes 6300 et 6305 en janvier 99 puis décembre 2000. Peu performantes face au poids lourd du marché, ces cartes ont tout de même intéressé les OEM grâce à leur faible prix, bien entendu, mais aussi grâce à leur compatibilité DirectX et à leur gestion de couleurs 32 bits.
La marque Trident s'est aussi largement investie dans ce créneau avec succès avant de se faire racheter par SIS en 2003. En mai 1999, S3 continue son offensive avec la Savage 4. Lancée à 130$ dans sa version dotée de 32 Mb de mémoire, c'est une excellente alternative en haut de gamme. C'est la première carte de S3 à supporter le multitexturing, et c'est surtout la première carte du marché à supporter le tout nouveau port AGP4X. Pour les plus jeunes, l'AGP c'est l'ancêtre du PCI Express. Cette Savage 4 sera suivie d'une Savage 2000 fin 99 qui atteint presque les performances de ses concurrentes. Toujours au premier semestre de 1999, 3DFX sort sa Voodoo 3 et les joueurs sont déçus. Toutes les promesses annoncées par 3DFX sont loin d'être tenues, la puce est celle de la génération précédente, il n'y a toujours pas de mode 32 bits, un support limité des textures, et l'absence de transformation 3D essentielle à l'aube de l'an 2000. Si l'on ajoute à ce tableau bien sombre que 3DFX reste inlassablement attaché à son API propriétaire Glide, au détriment de DirectX, de plus en plus adopté par les développeurs, ça sent le roussi. Du côté de Nvidia, c'est la TNT2 qui voit le jour. Dotée de la finesse de gravure en 250 nanomètres, cette carte supplante largement la Voodoo 3. Toutefois, ce petit jeu des performances, c'est Matrox qui surpasse tout le monde avec sa G400. Cette démonstration technique est impressionnante pour l'époque. De plus, cette carte est l'une des premières à gérer plusieurs écrans indépendants, un must pour les hommes d'affaires de la fin des années 90. Cette G400 sera la dernière carte graphique grand public de Matrox avant que la société ne se tourne vers le marché professionnel. Pendant ce temps-là, ATI s'est un peu endormi sur ses lauriers et n'a pas réussi à renouveler sa gamme. Pour pallier le vide laissé par cette absence de nouveautés, ATI sort en toute hâte sa Rage Fury Max, qui est en fait la conjonction de deux Rage 128 Pro d'ancienne génération collés et reliés en SLI. Comme 3DFX en son temps, chaque heure génère une moitié d'image. Malgré de belles spécifications sur le papier, cette carte arrive à peine au niveau de ses concurrentes. Malheureusement pour ATI, Nvidia sort sa GeForce 256 au début de l'année 2000. En plus d'avoir encore un temps d'avance sur sa finesse de gravure, elle est la première carte à embarquer de la mémoire DDR et un vrai processeur graphique moderne, ce que l'on appelle maintenant un GPU. Pour faire simple, la carte à elle seule est maintenant capable de calculer toute la scène 3D, alors que précédemment le processeur central de l'ordinateur était encore sollicité, créant ainsi des goulots d'étranglement. Très en avance sur son temps, cette carte a aussi été commercialisée dans le milieu professionnel sous l'appellation Quadro, que nous connaissons encore aujourd'hui. Ce beau succès a permis à Nvidia d'atteindre les 32% de part de marché et de multiplier par 10 ses bénéfices. Il faut dire que Microsoft venait de payer une avance très confortable de 200 millions de dollars pour l'équipement de sa future Xbox, dont Nvidia décrochait le marché. Nous sommes maintenant au début des années 2000 et les deux grands acteurs du marché sont ATI et Nvidia. Même s'il subsiste quelques fabricants, leur part de marché se réduisent comme peau de chagrin. C'est notamment le cas de 3DFX qui n'a pas réussi à prendre le virage des nouvelles technologies et qui est resté englué dans l'utilisation de son API Glide, loin des standards actuels. Les 2 décennies qui arrivent sont celles d'un affrontement entre ATI et Nvidia dans une course effrénée à la puissance. C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de la grande histoire des cartes graphiques. En attendant, n'oubliez pas le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.